suis ravie de te rencontrer parce que ça fait un bout de temps qu'on se suit de loin sur les réseaux sociaux parce qu'on a, j'ai eu la chance de travailler sur un peu les mêmes sujets que toi, les fameux agendas 21. C'est ça, on a commencé notre carrière comme ça. Exactement, ouais, donc ça fait un bout de temps et c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Ouais. Et c'est bien parce qu'à l'occasion de cette première rencontre, on va voyager dans le temps, c'est pas mal pour, c'est fabuleux. pour se découvrir. C'est fabuleux. On est en fin de semaine, début de week-end et on va commencer par un voyage dans le temps, c'est parfait. Ouais, c'est top. On va partir en 2050 évidemment, à partir de deux mots que tu as choisis mais qui n'en forment qu'un, le bien-être. C'est ça. Alors quand tu m'as parlé de ce mot-là, j'ai tout de suite pensé en fait à la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui définit la santé comme étant un état de bien-être finalement. Ouais. Et alors toi, comment tu le définis ce mot-là? Alors c'est une des petites difficultés parce que l'Organisation mondiale de la santé a bien évidemment totalement raison. Après le problème c'est qu'il peut y avoir un côté un peu réducteur finalement sur le fait qu'être bien c'est forcément être en bonne santé, mais pas forcément. Seulement, uniquement. Disons que c'est peut-être une condition nécessaire, pas forcément suffisante. Et encore que, il y a des personnes qui sont en situation de maladie et qui peuvent être bien aussi ou qui ont une aspiration à être bien dans leur situation particulière. Donc finalement, nous, l'idée qu'on a depuis un moment travaillé, on a un petit réseau qui travaille sur cette question du bien-être, c'est de se dire que le seul moyen de définir le bien-être, c'est d'aller demander aux gens eux-mêmes ce qui fait leur bien-être. C'est un peu ça l'idée première. Ouais. Donc oui, une définition finalement qui est différente. Enfin, il y a un fil conducteur, un socle commun, mais qui, pour chaque personne, ça peut être différent, ça peut s'incarner différemment. Et ça se priorise peut-être un petit peu différemment, et ça peut être complètement contre-intuitif de personnes sur lesquelles on calque en se disant eux, ça va être ça qui va faire leur bien-être. Par exemple, des personnes qui sont en difficulté, tant qu'ils n'auront pas des moyens de subsistance, sauf que quand on leur demande la question de la reconnaissance, la question des liens sociaux, la question de tout ça, ça compte au moins autant finalement. Voilà. D'accord. Alors tu le dis, tu as dit on y travaille, il y a un petit groupe de personnes, parce que c'est je crois, un véritable centre d'intérêt pour toi, et en plus c'est aussi ton boulot, c'est aussi ton métier. C'est ça, c'est une chance quand même. Ouais. C'est un truc, quand tu finis tes études, je me demande aujourd'hui des jeunes, quand on leur demande qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, tu peux avoir une idée d'un boulot alimentaire et puis tu trouves un jour quelqu'un qui dit non, moi je suis prêt à te payer pour faire ta passion. Tous les jours quand tu lèves le matin, c'est juste pour faire ce qui te passionne, je trouve ça assez fabuleux. Donc oui, j'ai cette chance-là. C'est assez atypique en fait, c'est que le département de la Gironde qui est mon employeur. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, nous sommes à Bordeaux. C'est ça, dans on les est à locaux Bordeaux. Du département de la Gironde. C'est ça. Et plus précisément, nous sommes à la base. À la base, ici on reprend tout à la base, c'est la base. Donc moi je suis responsable adjoint de l'agenda 21 au sein du département de la Gironde, et le département, en l'occurrence son président, a souhaité créer et présider un réseau national. C'est assez atypique qu'une collectivité prenne la tête d'un réseau associatif qui s'appelle Together France et qui travaille sur cette question de bien-être citoyen. Donc l'idée, c'est vraiment de construire avec les citoyens des programmes de co-responsabilité pour le bien-être où chacun fait sa part. D'accord. Alors je voudrais quand même que, parce que je l'ai utilisé, tu l'as aussi utilisé, le terme Agenda 21, d'expliquer quand même ce que c'est, parce que nous, il ne faudrait pas qu'on tombe dans le jargon des spécialistes de ces questions. C'est ça. Il fut un temps où c'était un peu mainstream les agendas 21, donc on en parlait, tout le monde savait ce que c'était. On va revenir finalement à devoir réexpliquer ce qu'on a commencé notre carrière comme ça. Agenda, ce qui doit être fait, 21 pour le 21e siècle. Donc jusqu'ici c'est assez simple. Il y a l'ONU qui un beau jour, fin du 20e siècle, 1992, ça paraît loin, en 2050, il y a presque 60 ans, truc de fou, s'est dit qu'il fallait faire un truc pour la planète. En gros, donc ça s'appelait Agenda 21, programme d'action planétaire. C'est un gros pavé de l'ONU qui crée en chapitre, sous-chapitre, section, etc. des dimensions sociales, des dimensions économiques, des dimensions participatives et de gouvernance, des dimensions environnementales, la faisabilité technique, financière, humaine, etc. Donc tout ça, on le met dans un programme, on le tambouille. Et dans son section 3, chapitre 28, j'ai révisé avant. Soyons précis. Elle dit en gros, la solution au mot de la planète ne pourra trouver une résolution qu'à l'échelle locale. C'est pour ça qu'on incite les collectivités, les acteurs, les territoires. La fameuse phrase pensée globale, agir local. C'est exactement ça qu'on traduit par des programmes d'action locaux concrets. C'est des agendas 21. En gros, un projet territorial de développement durable dans lequel on a essayé d'embrigader tous les acteurs concernés. Donc, c'est la population, les entreprises, la société civile organisée, les assos, tout le monde. Alors, allons directement en 2050. Comme tu le disais, quand on est en 2050, 92, tout ça, 1992, ça paraît encore plus loin.
Où en est le bien-être? Ouais, dis donc, il s'en est passé des choses. Hein. C'est vrai qu'on peut raconter des trucs aujourd'hui. On n'imaginait pas que ça allait être possible il y a finalement très peu d'années, hein, il y a 30 ans en arrière. Déjà, aujourd'hui, on a un objectif clair politique qui est affirmé par tous, c'est l'objectif de la société, c'est d'assurer le bien-être de tous ses membres. Ce qui est un peu la clé de lecture aujourd'hui quand nos gouvernants prennent une décision, quand ils décident d'une politique, ils regardent est-ce que oui ou non ça va améliorer le bien-être. Voilà. Souviens-toi, il y a 30 ans, on se demandait est-ce que ça allait améliorer la croissance. C'est ça. Le seul paradigme, c'était la croissance et le PIB. Produit intérieur brut, souvenez-vous, je pense que ça ne parle pas aux générations d'aujourd'hui, mais à une époque, on se disait qu'on faisait une somme de valeurs de création de richesse, monétaire principalement, et que si on augmentait cette richesse, ça allait augmenter forcément la croissance et donc le bien-être et donc l'emploi, etc. Bon. Aujourd'hui, on a pigé que ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait. En l'occurrence, c'est vrai qu'on est un peu sorti de ce dogme de la croissance, ou en tout cas de la croissance économique, et donc on vise plus la croissance du bien-être. Donc c'est vrai, ce paradigme-là finalement fait qu'on décide de nouvelles politiques publiques comme ça, mais que du coup les acteurs, entreprises, fonctionnent comme ça. Est-ce que non, j'améliore le bien-être de mes clients, de mes salariés, de mes prestataires, Donc on est sur toute une chaîne de fonctionnement. Rien que d'avoir mis ce mot-là, ça a un peu tout changé le mode de fonctionnement. Du coup, il y a des petits trucs qui sont évidents aujourd'hui, comme par exemple ce que nous on appelle le temps d'activité sociétale. On ne l'imaginait pas il y a encore 30 ans en arrière. Donc tout simplement cette possibilité qu'on donne à des personnes, même si elles sont dans une entreprise, d'avoir du temps pour réaliser des services, des projets qui servent le bien commun, qui profitent à tous. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je peux dire, je prends 10% de mon temps pour travailler là-dessus. Bon, c'est un droit qui m'a été accordé, c'est la loi sur le temps d'activité sociétale. Il y a 30 ans, ça n'existait pas. Voilà, donc c'est des petits trucs comme ça qui changent quand même pas mal la donne. Et tu as utilisé l'expression bien commun, et justement quand on repense à 2017, au début du 21e siècle, la notion de bien commun, elle était très peu utilisée, et je crois que c'est avec le président Macron qu'on l'a pour la première fois entendu dans la bouche d'un chef de l'État français. Je ne suis pas sûr que ça... Parce que dans les français, c'est sûr. Les anglo-saxons parlaient de collective good, les biens collectifs, mais ce n'est pas tout à fait pareil. On avait une définition assez particulière, c'est de se dire qu'un bien commun, collectif, tu peux techniquement difficilement restreindre l'accès à une personne, et à la limite, tu aurais plus de coûts à en restreindre son accès qu'à le laisser libre. C'était ça. Du coup, en gros, il y a l'air, il y a l'eau, et c'est à peu près tout. Alors qu'en fait, si on considère que la société en tant que telle est un bien commun, ça change la donne. Et c'est vrai que dès lors qu'on a fait rentrer dans le mot des gouvernants cette notion de bien commun, ça nous a obligés, comme le bien-être, à le définir. Et donc, tu en reviens à quelques économistes, quelques scientifiques, l'OMS, etc., qui disent « j'ai ma définition », ou alors on va en parler. Et c'est vrai qu'on a pris cette habitude aujourd'hui du débat. Et de la délibération collective. À l'époque, c'était pas si évident. On composait des groupes de travaux dans lesquels on mettait des experts. Exactement. C'était un peu ça. Et donc, on se faisait une définition. Et c'est un peu comme ça qu'on fonctionnait encore en 2017. On se dit, OK, on va viser le bien commun. C'est quoi le bien commun? On va mettre quelques experts du bien commun qui vont nous faire une définition. Bon, derrière, on a vu qu'aujourd'hui, le bien commun, finalement, c'était une espèce de somme d'aspiration à un bien-être collectif. On l'a un peu défini comme ça. Et pour autant, une fois que tu te poses la question de qu'est-ce qui fait le bien-être, il faut être super vigilant au fait qu'il peut y avoir des envies personnelles qui peuvent nuire. Exactement, c'est ce que quand tu as dit une somme, tu dis tout de suite somme d'intérêt individuel, est-ce que ça fait un intérêt collectif? Et en l'occurrence, non. Et en l'occurrence, pas du tout. Donc c'est pour ça que tu as bien-être, on va dire dans sa dimension individuelle et collective, qui va vers une vigilance sur les biens communs sociétaux, pour garantir le fait que le bien-être aujourd'hui garantisse le bien-être de tous demain. Et on revient aux agendas 21, c'était ça ce projet de durabilité. Voilà, donc ça demande finalement une espèce de petit raisonnement sous contrainte, de me situer dans un ensemble où j'ai quand même droit et j'aspire légitimement à améliorer ma propre situation, mais sans nuire à la possibilité des autres à accéder à leur propre amélioration de situation. Voilà, c'est comme ça qu'on a un peu visé le bien commun comme le catalyseur finalement des envies positives. Voilà. Alors, quand on est en 2050 et qu'on regarde justement dans le rétroviseur, qu'est-ce qui, selon toi, a fait basculer le monde d'un modèle tourné sur le profit, la croissance économique, comme tu le disais, vers un enjeu de croissance du bien-être collectif, du groupe bien-être sociétal? Alors, je pense quand même que le renouvellement des générations politiques y a bien joué. Donc, il y a eu la loi paritaire au départ, donc qui a obligé la parité dans toute institution publique. Ça a mené une pluralité de points de vue qui était nécessaire, mais aussi le non-cumul des mandats, qui a vraiment joué sur le rajeunissement de la classe politique. Et donc c'est vrai que ça a amené des nouvelles préoccupations. On le pressentait début du 21e siècle. On voyait bien que les jeunes, ils avaient une autre considération. À l'école, il y avait des espèces de gestes naturels
Et donc, il nous tardait un peu que ces jeunes-là arrivent au pouvoir. Ouais. Et donc, le non-cumul, le rajeunissement, la parité a fait que ça a renouvelé une classe politique qui a eu d'autres considérations. Ouais. Ensuite, il y a eu tout ce travail, cette espèce de lobbying qu'on a mené quand même. Donc, souviens-toi, en fait, il y a eu des objectifs de développement durable qui ont été définis et qui donnaient une feuille de route à fin 2030. Bon, on ne l'a pas tout à fait atteinte, mais justement, ça a fait un espèce de remous en se disant, bon, on en avait finalement, en 92, on avait défini les objectifs. On a vu la COP21 avec l'accord de Paris qui avait défini les objectifs climatiques. On n'en a atteint aucun. Donc il y a eu un moment, cette espèce de bouleversement d'une classe politique nouvelle, d'une société civile qu'on avait ras-le-bol de faire toujours la même concertation. En gros, de faire des efforts, je paye plus d'impôts, je travaille plus, j'ai moins de droits, etc. Et puis ça ne profite pas à moi, à ma situation, etc. Donc on a eu cette petite révolte douce en fait, qui a vraiment été tout en douceur, qui a été une révolte du sens, en se disant, bon, maintenant il y en a marre. On va dire comploter gentiment, mais considérer qu'on a le droit aussi d'avoir voix au chapitre et d'aider. Et donc cette société civile qui a décidé finalement de s'emparer de ces questions-là et de les porter sur la place publique, d'organiser les débats, ça a été les grands raouts qu'on a eu en 2033 sur finalement comment on l'avait appelé je ne sais plus exactement, parce qu'il y avait une nuit debout. Oui, quelques années plus tôt, et c'était… La révolte des classes populaires, en fait, un peu ce truc avec les œillets, ça croisait plein d'idées de révolution douce, où finalement, chacun s'est dit, société civile, gouvernants, entreprises, citoyens lambda et acteurs institués, on a tous le droit de faire notre part. Et donc, ça a été cette gouvernance à 5 qui s'est instaurée, où la classe politique, les élus, faisaient partie d'une plateforme multi-acteurs qui, par la loi, commençait à avoir le droit d'agir sur son propre territoire. C'est là où je pense que ça a vraiment été le nœud qui a permis l'accomplissement. Et puis, si on regarde aussi dans ces années 2015-2017, on voyait de plus en plus d'initiatives autour de ce qu'on appelait les civitech, qui mettaient au service de la démocratie et plus largement de l'implication citoyenne les outils du numérique. Aujourd'hui, 2050, c'est la maturité sur tout ça? Oh, non, mais là, c'est une maturité, c'est totalement intégré, peut-être même des fois un petit peu trop. Ça fait partie des vigilances sur les communs, sur la sauvegarde de notre propre identité ou de notre propre vie privée, sur lesquelles il faut qu'on soit vigilant. Il n'empêche que par rapport à ce qu'on appelait à l'époque les publics éloignés, ça a permis un rapprochement. On a eu tendance à croire pendant un temps qu'il allait y avoir un frein économique à l'accès à ces usages. Et on a bien compris rapidement que ce n'était pas du tout la question, que c'était un frein culturel. Donc dès lors qu'on a commencé à accompagner les usages, la médiation numérique, qu'il y a eu un rapprochement finalement entre des jeunes qui étaient un peu tombés dans le moule directement, des personnes qui étaient un peu en décrochage, etc. Mais disons qu'en gros, ça fait partie de cette révolte des classes populaires où finalement, pendant un moment, on demandait obligatoirement de remplir sur des formulaires auxquels je ne comprenais rien, je n'avais pas accès, etc. Et dès lors qu'on a renversé, on a construit avec ces personnes les formulaires et on a vu comment ça pouvait, par de la médiation, devenir quelque chose de quasiment automatique, ça a changé pas mal la donne. Après, le vote numérique, le vote en ligne a complètement changé. Et c'est vrai que du coup, même ça, sur le décrochage des classes populaires qui ne votaient plus, etc., ça a fait un rapprochement, le fait que je puisse voter à la maison, que j'ai le temps de réfléchir, qu'on arrête ces espèces de référendums oui-non sur des questions tellement complexes où c'était impossible d'y répondre. Donc on ait des consultations beaucoup plus régulières, classique, et ça devient presque un usage. J'arrive au boulot, maintenant c'est logique, je dis comment je vais, je donne mon avis sur les questions qui me sont posées dans la journée ou pas, j'ai le choix, etc. Ça fait que c'est devenu un automatisme pour quasiment tout le monde. D'accord. Donc une société qui recherche collectivement le bien-être de tous et donc au mieux le bien-être de chacun dans cet objectif collectif. Si on revient en 2017, cette vision du monde, quels sont les chemins qu'il faut alors plus défricher, mais vraiment ouvrir pour qu'on y arrive? Ce que tu me disais m'a fait aussi un peu penser aux démarches qu'on voit de plus en plus de design des services publics, alors qui sonne un peu comme une expression un peu à la mode tendance, mais l'idée c'est comment on fait pour que les gens participent vraiment à l'élaboration de toutes ces choses-là, ce qui vont concerner… Tu es en plein dans ce qui a été parmi les clés. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect, effectivement, je ne sais plus comment c'est la citation exacte, mais c'est en gros, on ne résout pas un problème avec l'état d'esprit qui l'a engendré. Donc on utilisait encore à l'époque des méthodes héritées du siècle passé,
en gros hérité du siècle de la croissance, Ouais. pour essayer de trouver des solutions à des problèmes nouveaux, auxquels on ne comprenait rien, on était rentré dans la complexité. À l'époque, on croyait que la complexité mettait à distance, alors que n'importe qui vit la complexité au quotidien. Oui. Moi, tous les matins, j'ai à prendre un nombre d'arbitrages et de décisions quasi immédiats pour gérer mes gosses, pour gérer le flux, pour gérer tout ça. Donc tout le monde était en capacité de comprendre cette complexité dès lors qu'on l'accompagnait, qu'on proposait des outils, des méthodes qui reconnaissaient les personnes là où elles étaient. Donc c'est vrai que tout ce qui a été design des politiques publiques a aidé à simplifier des objets complexes et à se projeter dedans pour essayer de voir comment moi je peux faire ma part, se situer dans cet ensemble-là. Et après, il y a eu aussi le fait d'accepter d'aller sur des thématiques qui n'appartenaient à personne ou qui appartenaient à tout le monde. Et ça, c'était un peu compliqué parce qu'à une époque, on voulait quand même rester le chef d'eux. Oui. Donc, voilà, souviens-toi, à l'époque, on avait quand même un problème autour des questions alimentaires. Oui, l'alimentation, ouais. L'alimentation, c'était vraiment un sujet qui émergeait jusqu'à 2020, à peu près 2021. Et pour autant, tu avais le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, le ministère du Développement durable. On avait fait les états généraux de l'alimentation, mais on avait dit non, c'est l'agriculture qui va être chef de file. Puis après, on passera au développement durable, mais dans un second temps. Bon, puis total, ça n'a pas du tout passé à cet aspect-là. Et donc, on recherchait du profit pour des agriculteurs. Mais c'est vrai que c'était une question clé, que des gens travaillent et n'aient pas de revenus pour leur travail. C'est ahurissant aujourd'hui. Bon, mais c'est des trucs on en arrivait à des conceptions du Moyen-Âge. Mais c'était nécessaire, mais encore une fois, pas suffisant. Donc dès lors qu'on a considéré qu'une politique alimentaire concernait tout le monde, les entreprises, la grande distribution, les agriculteurs, mais que finalement chaque citoyen pouvait devenir un producteur alimentaire, et que les lieux de travail, ce qui est aujourd'hui notre lieu de travail commun, ce qu'on appelait l'espace de coworking, ce genre de trucs, pouvaient être les lieux d'approvisionnement. Et j'avais pas faire mes courses, mais le midi, je récupère ma cagette, etc. Aujourd'hui, c'est devenu classique, ça n'existait pas il y a 30 ans. C'est des trucs complètement hallucinants. Donc, on est allé sur des thématiques en demandant aux citoyens qu'est-ce qui faisait leur bien-être. On a vu qu'il y avait des thématiques clés qui appartenaient à tout le monde ou n'appartenaient à personne, mais dont il fallait s'emparer. Et on a utilisé de nouveaux outils et des nouveaux méthodes pour justement permettre à chaque citoyen de se projeter là-dedans. Voilà. Et c'est ça, je pense, qu'il faut accepter finalement de préserver dans le patrimoine qu'on a acquis aujourd'hui. Voilà. Et puis, alors, il y a une autre mutation qui me paraît particulièrement aussi intéressante à regarder de plus près, c'est celle du monde des entreprises. Parce que 30 ans, c'est quand même court. Passer d'un modèle où l'enjeu principal, c'est de verser des dividendes à des actionnaires. Alors, je caricature parce qu'il y a aussi plein d'entreprises qui sont pas dans l'actionnariat, mais l'objectif, c'est quand même le profit. De passer à un modèle où, oui, on produit quelque chose, mais qui doit contribuer au bien-être de ces parties prenantes. C'est ça. Bah là, du coup, tu avais cité le président Macron tout à l'heure. Je pense qu'il y avait des germes qui avaient été déjà posés depuis quelques mandatures précédentes. Le président Macron n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de l'idée, mais ça a commencé à introduire, c'est un peu comme l'idée « je parle de bien commun ». Bon, c'est pas en 3 ans, 2 ans que tu arrives à une loi sur les biens communs. Donc de la même manière, quand il a commencé à dire qu'il fallait parler de la raison sociale de l'entreprise, ça a commencé à se dire qu'effectivement, il y a quand même tout un tas de chefs d'entreprise qu'il avait en tête. La seule raison d'être, ce n'est pas la profitabilité. Et en l'occurrence même des géants qui continuent à perdurer, qui sont nés à cette époque-là, les Google, Amazon, etc., tous les réseaux sociaux, tous ces domaines-là, ils avaient bien compris que leur profitabilité n'était basée que sur un bien-être des agents à aujourd'hui. Et en l'occurrence, il y en a les quelques-uns qui ont pété en route, là, qui ont sauté, qui ont perdu leurs actionnaires, leurs dividendes et tout. C'est ceux qui ont eu une révolte sociale en leur sein, parce que les salariés n'y trouvaient plus leur compte. Donc on avait vu qu'il y avait une espèce d'interaction, voire d'interdépendance entre un bien-être citoyen, un bien-être... Je vais le redire différemment, c'est que j'ai du mal, moi, aujourd'hui, à me couper en... Voilà, je suis citoyen jusqu'à 8h30, j'arrive, je suis salarié, je mets ma casquette, j'ai droit à une pause, je ne parle plus à mes collègues et j'ai ma bulle de 45 minutes pour aller manger et je reviens, je suis resalarié. Ça ne marche pas. On est un peu schizophrène dans ce mode-là. Et donc aujourd'hui, le fait qu'il y ait une continuité de vie tout simplement qui permet de préserver mon espace privé, ça, c'est reconnu et c'est accepté. Mais de se dire que j'ai le droit tout simplement d'être bien quand j'arrive alors que j'ai vécu ma vie avec mes gamins et que c'était compliqué et que du coup j'ai le droit d'atterrir, j'ai le droit de faire un peu de méditation le matin avant de commencer, j'ai le droit d'avoir ma pratique sportive et donc d'avoir le droit de me doucher en arrivant pour être bien, etc. L'entreprise elle s'y retrouve parce que je suis plus heureux, quelque part je produis plus ou mieux. En tout cas dans mon temps. De toute façon, on a été bien obligé de partager le travail. Donc, on travaille moins de temps aujourd'hui, et c'est le cycle naturel. Donc, finalement, ça laisse aussi plus de temps d'interaction, mais l'objet de travail peut être aussi utilisé à autre chose. Et donc, dans ce temps d'activité sociétale
j'ai le droit d'utiliser finalement le bien commun, qui est le bien de l'entreprise, pour développer des projets personnels qui vont profiter à la société. Donc voilà, tout ce continuum-là qui est naturel à aujourd'hui, il a fallu le construire étape par étape par des reconnaissances législatives. Et tout ce travail-là, la France est un îlot perdu et atypique au sein de l'Europe, ou finalement c'est un mouvement qui a essaimé, qui a été planétaire, porté par des revendications sociales, citoyennes un peu partout? Non, il y a les revendications sociales et citoyennes, elles ont existé vraiment partout. Je pense que ceux qui ont été les pionniers, on va dire du 21e siècle, parce qu'il y avait des révolutions bien avant, ça a été les mouvements arabes, qui ont vraiment planté les graines et qui ont montré en même temps toutes les difficultés qu'on avait à prendre le pouvoir citoyen. Et quand c'est pas suffisamment organisé et préparé, on en arrive sur des régimes assez classiques de l'armée qui reprend le pouvoir, ou en tout cas des puissants qui, face à une non-réponse, arrivent à occuper l'espace. Donc c'est là où nous, on s'est un peu plus préparé en Europe, une révolution qui n'a pas été un soulèvement populaire, mais qui a été une proposition commune construite collectivement. Ouais, mais qui s'est quand même cristallisée autour de ce 2033 que tu évoquais, où il y a eu une bascule. Ça a été le nœud. Donc là, on était vraiment à l'échelle européenne. Donc ça s'est construit petit à petit. On ne peut pas dire qu'en Asie, ça a été fait de la même manière, en Océanie, en Amérique du Sud, ça a été fait de la même manière, mais on voit que dans cette même temporalité, il y a une aspiration des peuples, finalement, à accéder à une reconnaissance et un droit. Donc on avait des germes aussi sur des sociétés qui avaient vraiment planté des micro-graines, mais qui ont germé. Le Bhoutan, qui avait défini son bonheur national brut. Et à l'époque, on dit, mais est-ce qu'ils sont heureux, les Bhoutanais? Ben non, ils ne sont pas plus heureux qu'un autre, ce n'est pas la question. Par contre, il y a un chef d'État qui a dit, moi, mon objet de chef d'État, en l'occurrence, c'était un roi. C'est de dire que mon job, c'est d'assurer le bonheur de ma population. C'est ça. Et donc une fois qu'on l'a pigé, il a réussi via ses premiers ministres successifs à le porter au sein de l'ONU, qu'on a réussi à enrichir les objectifs de développement durable de cette aspiration, non pas un bien-être au sens OMS, mais un bonheur, à une richesse collective, à ce qu'on veut, on met les mots derrière. Voilà, ça fait que ça a une traduction dans un modèle asiatique oriental qui n'est pas du tout le même que notre modèle européen, qui n'est pas du tout le modèle anglo-saxon libéral, etc. Mais on voit qu'on arrive finalement à des propositions qui sont assez communes. Alors tout à l'heure, on évoquait la croissance et la mesure du PIB comme étant l'étalon absolu de cette croissance. On avait quand même, depuis la fin du XXe siècle et le début du XXe, de plus en plus, c'est l'IDH, l'indice de développement humain, qui commençait à être utilisé plus de façon volontaire, etc. On a réussi aussi à se donner des outils de mesure, parce que c'est tellement subjectif. On l'a dit, le bien-être, le bonheur, c'est extrêmement subjectif. Oui, c'est ça qui reste le plus compliqué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu des mécanismes qu'on va dire correctifs. C'est-à-dire qu'on disait la croissance, c'est pas que c'est mal, mais c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Donc l'indice de développement humain proposait d'y rajouter des dimensions de salariat, d'égalité, on va dire, et d'éducation, en gros. Pourtant, on gardait quand même la croissance comme un des nœuds, mais on essayait de la corriger par ailleurs. Pendant un long moment, j'ai eu ce sentiment-là, ça fait un peu vieux dinosaure de l'avoir vécu, mais l'idée c'est intéressant de poser la question, mais pas tellement d'avoir la réponse, mais juste de dire que je pose la question. Et du coup, tu avais plein de petites rustines collées sur des jambes de bois, c'est-à-dire qu'on ne changeait pas trop le dogme, mais on y rajoutait des dimensions en se disant on se préoccupe quand même d'autre chose. Continue d'y avoir des inégalités, donc on continue d'augmenter le gâteau et puis naturellement ça va corriger les inégalités. C'est un peu ça. Bon, on a vu que ça n'avait pas tout à fait marché. Donc pour autant, quand il y a eu des commissions, Stiglitz, et puis après d'autres qui ont continué à planter des germes, on a vu que la question, c'était pas simplement la mesure, mais c'était de qui était légitime pour porter cette mesure. Et tant qu'on l'a donné à des organismes statistiques, ça ne suffisait pas. Donc maintenant qu'on accepte de se dire qu'on renouvelle en permanence ce questionnement de qu'est-ce qui fait bien-être et que ça devient une donnée clé. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait un recensement général de la population à une époque où on demandait aux gens, en gros, vous êtes combien dans votre famille, est-ce que vous avez des radiateurs, et c'était à peu près tout. Maintenant, ce recensement, il est sur le bien-être. Et donc, du coup, chaque année, par échantillon, on évalue de comment ça va et qu'est-ce qui fait que ça va. Et du coup, on adapte les politiques en fonction de ça. Voilà, je pense que dès lors qu'on a accepté la dimension qualitative et citoyenne dans la mesure, ça a pas mal changé la donne aussi. Et justement, passer d'un monde du quantitatif où la richesse c'était d'accumuler des biens, une maison, une grosse voiture, enfin pour la voiture ça commençait à changer quand même au début du XXIe siècle, mais en tout cas on était quand même dans une logique encore d'accumulation, à passer à du bien-être, donc on est plutôt sur du qualitatif. Ça change complètement aussi la façon de consommer, notre rapport à l'autre. On n'est plus dans un rapport à tiens, est-ce que
voilà, on n'est plus dans une concurrence effrénée. Donc aussi pour le monde économique, c'est totalement un nouveau modèle. Là, il y a eu quand même un nombre de bouleversements qui ont été assez puissants. Hein. Là, on a cru en fait qu'on était dans une voiture lancée à fond et qu'on n'allait pas lâcher l'accélérateur, mais qu'on aurait inventé le parachute avant de tomber. Tu vois, je fonce vers la falaise, mais c'est bon, je vais inventer le parachute vite fait. Bon, ben voilà, du coup, quand on est arrivé au bord de la falaise, on n'avait pas encore inventé le parachute. Donc, par exemple, quand on a eu la raréfaction des métaux lourds petit à petit, on s'est dit on va en trouver d'autres. Bon, en l'occurrence, on avait un peu fait le tour de tout ce qu'il y avait sous terre. Donc forcément, il y a des matériaux qu'on utilisait, qu'on n'utilise plus. Donc on a réussi quand même à ne pas perdre le fil complètement de la modernité, on va dire. On n'est pas retourné à la chandelle. Mais pour autant, il y a des choses qu'on a dû arrêter. Voilà, le renouvellement, l'obsolescence programmée, etc. Donc maintenant, on fait des choses qui durent. On n'est pas revenu. Donc forcément, pour les entreprises, ça fait des modèles économiques à réinventer. Ouais. Donc une économie, on commençait à parler d'économie de la fonctionnalité, finalement c'est ça le modèle. Ça. Donc on est sur le partage, on est sur l'usage beaucoup plus que sur l'achat. Donc en fait on a des modèles économiques sur la réparation, sur l'entretien, mais aussi sur la reconnaissance de l'humain. On a une revalorisation des métiers qu'on disait ingrats à une époque, mais qui servaient le bien commun. Dès lors qu'il faut quand même continuer à avoir un modèle de société qui tient, il y a des métiers qui sont indispensables mais non reconnus, qu'il a fallu un petit peu revaloriser. Donc forcément, c'est une reconnaissance de l'utilité sociale de la personne dans sa gestion. Dès lors qu'on reconnaît les biens communs, on reconnaît l'utilité d'entretien de ces biens communs, ça a complètement refaçonné. Il y a peut-être aussi le moment de la bascule clé, on reste à 2033, hein. C'est dès lors qu'on a validé le revenu de base universel. Je vais y revenir parce que donc en 2033, la clé, ça a été cette loi qui a validé le revenu de base universel. Donc là, ça a vraiment tout changé parce que ça n'a pas, contrairement à ce qu'on croyait pendant encore une quinzaine d'années quand le débat a été lancé, on a cru que ça allait presque favoriser les paresseux. C'est-à-dire, je vais avoir mon petit revenu, je vais m'en contenter, je vais rien faire. Et on a vu qu'en fait, pas du tout. Au contraire. Parce que finalement, le bien-être des gens, il n'était pas là. C'est ça. Par contre, ça m'accorde un espèce de socle de subsistance, un petit filet de sécurité pour me dire que j'ai le droit de participer au projet de la société, mais que la société, en retour, me donne le droit d'avoir une vie normale, c'est-à-dire un toit, d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi m'habiller, d'avoir de quoi une place dans la société, accès aux loisirs, à la culture, etc. Donc dès lors qu'on a assuré ce petit filet de sécurité, on a permis aux citoyens de ne pas vivre pour manger, de vivre pour travailler, mais de trouver une place via l'activité qui est la leur. Et donc du coup, même aux gamins, on ne leur demande pas qu'est-ce que tu veux faire comme métier quand tu seras plus grand, mais ça serait quoi l'activité qui te ferait plaisir? Dans quoi tu t'épanouirais le plus? Qu'est-ce qui te rendrait heureux? À quoi tu aurais envie d'occuper tes journées? Qu'est-ce qui le matin ferait « ouais, j'ai envie d'y aller ». C'est ça qui… Et donc, du coup, ça change la fonction sociétale et donc la résilience sociale de l'entreprise. Alors, justement, tu as parlé d'innovation sociale et d'utilité sociale. Souviens-toi, début 2018 était lancé le slogan, je ne sais pas si c'est un slogan, une marque, French Impact, qui était l'idée, c'était de dire, il y a eu la French Tech pour le numérique, French Impact pour soutenir l'entrepreneuriat social, qui est cette voie du développement économique au service de biens communs, d'utilité sociale. Ça a été pour toi, est-ce que c'est un marqueur important ou finalement c'est un caillou de plus dans ce chemin qui était finalement… Non, je crois que c'est… Si tu veux, il y a eu toute cette phase d'acculturation ou de… C'est un peu reprendre le bâton de pèlerin de l'éducation populaire qui a commencé à être fait. C'est de se dire, le côté French Impact, le problème c'est la marque French qui a voulu essayer de mettre des bords en disant nous en France on sait, et voilà. Ça a eu ce côté-là un peu dommageable. Par contre, cette valorisation du fait que quand on fait des startups, quand on est dans l'économie solidaire, quand on tout ça, on contribue finalement à cet effort sociétal commun. Ça joue. Et de devoir exporter ce modèle-là et pas l'ancien modèle consumériste de vendre des avions, voire des avions militaires, etc. à tout craint, d'autres pays se sont dit on peut vouloir occuper la place à partir de quelque chose de plus louable que ce qu'on faisait avant. Ça a changé la donne. Et du coup, il faut reconnaître qu'on restait dans une époque des vieux mâles blancs en fait, qui voulaient gonfler le torse et être les chefs parmi… Il y a eu une époque quand même, on avait en gouvernant Vladimir Poutine, Donald Trump, Kim Jong-un, etc. Ça faisait peur. Tous ils se jouaient à qui aura la plus grosse arme nucléaire pour faire péter le monde. C'était quand même l'idée. Et donc de se dire qu'il y a des chefs d'État, il y a des gouvernants, mais même à l'époque c'était aussi les grands chefs d'entreprise qui étaient les leaders. C'était à Davos que ça se jouait. Et du coup de se dire je vais vouloir exporter un modèle plutôt vertueux et m'assurer une place dans la société mondiale
à partir d'un modèle vertueux, ça change plutôt la donne. Voilà. Donc ce côté French Impact plutôt que French Tech. Voilà. Et donc de remettre au centre la planète, l'humain dans les préoccupations, dans les négociations, etc. Bon, ça change pas mal. Alors, avant de te demander de formuler un vœu pour cette fin de conversation, je voudrais que tu me dises ce futur qu'on a dessiné ensemble là, pour 2050, tu crois que c'est possible ou pas? Ouais, vraiment. Vraiment, j'y crois. Je pense qu'on a les germes. En fait, pour tout te dire, je pense, et je ne suis pas le seul, tous les scientifiques qui réfléchissent en cycles ont des cycles différents. 400 000 ans, 75 ans, peu importe. Tous, du paléoanthropologue aux prospectivistes, arrivent à se dire qu'on est à 2017, 2018, depuis en fait 2012, dans la fin d'un cycle. Et donc il y en a un nouveau qui va arriver. Donc tu peux avoir deux attitudes. Une première qui dit j'attends, je vois, et puis on verra bien. Dans ce cas-là, je ne suis pas sûr que ce dont on discute depuis tout à l'heure arrive, parce que tu as quand même une logique libérale, individualiste. Tu l'as dit, le parachute, on ne l'a pas créé alors que la falaise approche. Exactement ça. Ou alors tu prends part à la construction de ce... Voilà. Et je pense que ça vaut le coup aujourd'hui de prendre part. J'ai la chance dans mon métier, dans ce que me propose le département, d'animer en permanence du travail, design, concertation, peu importe, avec tout un tas de gens. Et au quotidien, je mesure les germes positifs qu'il y a dans l'esprit de chacun, l'envie positive. Par contre, ça nécessite de créer ces conditions-là. Ça nécessite une reconnaissance de ces personnes, ça nécessite une réponse. Donc même de dire non, c'est une réponse. Ça ne veut pas dire de tout prendre et de faire, mais juste de dire j'ai entendu, j'écoute et voilà pourquoi non à aujourd'hui, mais je le garde, etc. Donc petit à petit, tout le monde commence à avoir un peu cette logique-là. Les concertations qu'on faisait à l'ancienne sur les réunions publiques, tout le monde a pigé que ça ne marchait plus. Mais par contre, si on le fait différemment, les gens ont envie. Les gens ne sont pas dans un individualisme à tout craint, à vouloir tout pour ma gueule et rien pour les autres, c'est pas vrai. Par contre, si on se passe dans cette logique-là et qu'on a envie de construire ensemble, il n'y a que des germes positifs. L'individualisme, etc. n'existe pas en tant que tel. Par contre, on est dans la faillite d'un ancien système où on a voulu faire croire que de faire les choses ensemble allait améliorer la situation de chacun. Donc si tu veux, on est en fait à la fin d'un système libéral individualiste qui croirait que la somme des individus fera la société. C'est pas vrai. On est à la fin d'un modèle communiste qui croirait qu'il faut qu'on fasse ensemble et que du coup ça va améliorer la situation de chacun. C'est pas vrai. Donc ça demande de repenser un nouveau modèle politique qui à la fois reconnaît la place de l'individu, mais à la fois ne perd pas le sens des communs. Donc ça réinvente un petit peu. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une classe politique qui en a envie, peu importe son étiquette, qui a compris que l'innovation sociale, que c'était une nouvelle clé, que le fait de faire ensemble, c'était une nouvelle clé. Et donc du coup, si on garde ça, et vraiment on ne le perd pas de vue, on arrive à cette société de 2050. Peut-être que les solutions ne seront pas exactement celles que je dessine, mais ce sens du commun ne se perdra pas. Vraiment, j'y crois. Très bien. Alors, pour conclure, il reste le fameux vœu, Sébastien. C'est compliqué de formuler un vœu unique. Moi, sincèrement, il reste sur celui qu'on passe d'une société de la croissance à une société du bien-être. Vraiment, j'en ai tellement envie et qu'on affirme que oui, chaque année, je fais mon vœu pour l'année. Mon vœu, c'est que ça aille bien pour tout le monde. Vraiment, ça, j'espère. Très bien. Eh on regardera, rendez-vous dans 30 ans. Et je te souhaite que ça aille bien pour toi tout de suite. Et que ça aille bien pour nous et que ça aille bien pour vous tous qui aurez écouté ça. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi.